beau ton bateau. Oh, je suis contente de t'avoir ici là. Moi aussi, ça fait un méga changement. J'étais dans la neige hier. Ça te change un peu de tous tes rêves blancs, tes paradis blancs. Là, on est un peu sur rêve bleu quoi. Ouais, tu vas chanter? Oh non, jamais. Donc je t'emmène sur une île qui s'appelle l'île Blanche. On a un peu de navigation pour l'atteindre. Ok. Et ensuite, après, on pourra aller amarrer sur la petite plage. C'est trop lunaire de t'avoir là, quoi. C'est toi qui m'as dit, en plus, un jour, tu m'as dit, dans tous les cas, faut se lancer, sinon tu fais jamais rien. J'ai dit ça, moi? Ah, t'as dit ça, toi. C'est toi qui dis des trucs comme ça? Non, c'est toi qui m'as dit ça. Tu me dis si on est bien face au vent? Ouais, là, c'est bon. Baisse la tête pour pas te prendre la brume dans la figure. Cap sur l'île Blanche, maintenant. Bon, c'était cool les premiers bords qu'on a fait ensemble, là. Ouais, grave. C'est trop beau. C'est paradoxal quand même, parce qu'on est sur le littoral breton, que tu connais aussi. T'as de la famille dans le coin, je crois, sur la baie. Ouais. Et on est juste en face d'une île qui s'appelle l'île Blanche. On va peut-être voir quelques animaux, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est marrant de t'emmener ici, parce que si on refait juste rapidement, de manière un peu simple et concrète, un peu tout ce que t'as vécu, en 2013, t'as la Wildlife Photographer, où t'as été déjà repéré, t'as déjà eu un prix pour une de tes photos. Ouais. Ensuite, c'est reparti en 2019, Ouais. où t'as eu quand même un deuxième prix. C'est quand même un truc but. assez prestigieux quand même, ce Wildlife de la photographie à Londres. On fait pas des photos pour gagner des prix. C'est juste que c'est bizarre de faire de la photo animalière comme métier. Le risque, c'est que si ça marche pas en tant que métier, tu perds ton métier, mais tu gâches aussi ta passion. À l'époque, j'avais croisé des gars dans ce métier. Il y avait déjà notamment Vincent Munier. Alors, lui m'avait conseillé de faire des études et puis de garder ça à côté. Et puis mes parents m'ont trop encouragé à faire ce que je voulais, ce qui m'a beaucoup aidé. C'est Vincent Munier qui t'a un peu inspiré au début en te disant que la photo... Il a un peu démocratisé la photo, non? Ouais, en photo animalière, c'est vraiment il est vraiment arrivé au moment du numérique, au moment où on pouvait faire des photos avec des appareils photo numériques dans des conditions plus difficiles qu'avant. Et lui, c'est surtout celui qui a montré à tout le monde qu'on pouvait photographier la nature différemment de ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait une photo d'un animal en gros plan pour vendre à un magazine. Lui, en gros, il a montré qu'on pouvait photographier la nature dans ce qu'elle avait de plus sauvage et d'émouvant, c'est-à-dire quelque chose la forêt, le bazar, juste un animal en petit, une émotion, quoi. Et justement, comment on photographie bien un animal? Alors moi, j'utilise un truc spécial, c'est que j'utilise la neige, donc en gros, sur mes photos, on voit que l'animal, on voit pas d'arbres ni de rochers, j'arrive pas à faire ça. Donc moi, la neige me permet d'enlever tout le reste, et on voit que l'animal et ça dirige le regard et ça permet aussi j'utilise la neige comme un studio ou comme un papier, en gros. Quand tu vois un animal, tu vois dans un environnement dans lequel il vit, dans lequel tu as dû vivre pour le voir. Donc on aura envie de retranscrire aussi notre émotion, d'être là et de vivre la même chose que lui. Mais ça, c'est très dur parce que c'est une émotion pure, mais quand tu vas faire une photo, il y aura des défauts. Il y aura dans la forêt, tu verras une branche, tu verras un truc qui sera pas aussi pur que ce que tu as ressenti avec tes 5 sens et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une certaine quête. C'est-à-dire que tu as un objectif et avant de l'atteindre, il va se passer des choses. Il va y avoir des peurs, il va y avoir des doutes, il va y avoir de l'énervement, il va y avoir de la dureté. Parce que c'est pas que une simple photographie où tu appuies sur un clic. T'es pas dans le quantitatif. Chaque clic, c'est comme si tu volais cet instant à cet animal. J'ai la sensation qu'il y a une sorte de respect pour pouvoir aussi bien photographier l'animal. T'as pas le choix en fait. Tu peux pas voir un animal sans tête cachée. En gros, dans la nature, on est des touristes, on galère. En gros, on fait du bruit avec nos pas plus que tout le monde. On sait pas où aller, on sait pas où se mettre pour pas avoir froid, on sait pas où les animaux vont. Parce que nous, on appelle ça la nature justement parce qu'on n'y habite plus et que la technique, c'est d'essayer de devenir un peu comme un animal, de vivre dehors et au bout d'un moment, tu dis ah bah oui, là, en gros, il y a des chances qu'il aille à tel endroit parce que là, c'est à l'abri du vent. Et pourquoi l'animal te fascine tant? Bah, en gros, moi, je suis né dans une ferme au milieu des champs et il n'y avait rien, il n'y avait pas de terrain de foot ou de rue ou avec des copains en dessous, il y avait juste des champs. Et
les premiers souvenirs d'enfant, de choses qui paraissaient immensément grandes et belles, ou du moins les surprises dans ma vie, c'était de voir des animaux. Donc, de voir des cerfs au bout du jardin qui traversent les champs, c'était le truc le plus extraordinaire qu'il y avait dans ma vie d'enfant qui vit à la campagne. Quand t'es un gosse et que t'entends un cerf qui brame ou qui crie très fort dans la forêt, t'entends des sangliers qui passent tout près de toi et tout, en gros, c'est extraordinaire. Derrière chez toi, t'as un monde qui te paraît infini et imaginaire et complètement fou, parce que tu sais pas comment vivent ces animaux et tout. Et il se trouve que moi, je fais toujours ça, et j'ai cette même sensation tout le temps, d'être dans un monde qui me paraît Il n'y a encore... aucune lassitude, c'est-à-dire non. que... Non, parce que tu passes beaucoup de temps sans rien voir aussi, et que ça suffit. En gros, tu vas avoir un animal, comme tu dis, comme si j'avais une quête et tout, mais il se trouve que je m'assois sous un arbre, je regarde autour de moi, je prends le temps, je peux rester des semaines sans bouger. Et là, je vois 1000 autres trucs que j'étais pas allé chercher, et je me dis que ça suffit, et que c'est génial, et que je me sens bien d'être juste dehors et d'être spectateur de ce qui se passe. Et puis au bout d'un moment, toute la nature se remet à vivre autour de soi. Et c'est très agréable, on a l'impression de surplomber le truc et de disparaître. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où se sentir un peu animal, tu te dis que c'est pour ça que tu es sur cette terre, quoi. Ouais. Le fait d'avoir cette espèce d'instinct très primitif, quoi. Ouais. C'est l'instinct, pour le coup, l'instinct, c'est de faire prendre des décisions par rapport à ce qu'on reçoit par nos sens, sans les faire trop passer par les principes de la cervelle, à peu près. Je crois que c'est à peu près ça. En gros, je pense qu'on est profondément fait pour vivre ensemble, pour aimer, pour recevoir, pour donner à d'autres gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en allant tout seul dans la nature et en vivant des choses, ça me suffit pas, et que je suis cette espèce de frustration de le vivre seul. Quand tu vis un truc incroyable, tu as envie de le partager, parce qu'on est des animaux sociaux. Et c'est pour ça que je fais des photos, et que je me sers de cette frustration d'être seul pour me dire à quel point j'ai envie de faire une photo belle pour retranscrire le maximum de ce que je vis pour les autres. Le fait d'arriver à se mettre au même niveau que l'animal, au même niveau que la nature, c'est une sorte d'école de la vie, en fait. Parce que Ouais, ça en gros, il t'apprend- faut apprendre juste à être soi-même, et à vivre, à comprendre toutes les interactions qu'on a avec tout ce qu'il y a autour de nous, et et accepter de ne pas tout contrôler. Alors il se trouve qu'au bout d'un moment, on a faim, froid et tout, et qu'on peut être une proie, et qu'on est vu comme un prédateur par d'autres trucs. Et moi, il y a des journées où je fais que ça, hein. J'enlève la neige autour de ma tente, je fais fondre cette neige pour avoir de l'eau. Je regarde autour de moi, je change la tente d'endroit parce que le vent a tourné, qu'il faut que je me remette à l'abri. Et puis la journée est finie, je suis content, parce qu'en gros, tout ce que j'ai fait, c'était juste pour vivre, et ça suffit, quoi. Je te propose qu'on aille vivre un peu, là, de manière assez simple. On va aller se faire un petit pique-nique tous les deux, juste sur l'île Blanche. Tu vas faire du feu, t'as l'habitude d'en faire, donc je vais te mettre au... Il y a des arbres sur ton île. Tu vas voir. Non, tu vas voir. Tu vas trouver des solutions. On y va, c'est parti. T'as toujours le petit truc, ça c'est cet animal, ça c'est cet oiseau. C'est-à-dire que maintenant, dans n'importe quel endroit où tu vas, que ce soit en forêt, en montagne, à la plage, t'analyses quand même les animaux qui sont autour. Ouais, mais il y a plein de trucs que tu connais pas. Là, il y a des milliers d'êtres vivants, des coquillages, des algues qu'on connaît pas. Moi, je connais au moins les oiseaux. On a entendu un huîtrier-épi. Alors lui, il connaît tous les coquillages, il les mange. Tout le monde sait qu'on est arrivé. Ouais. Et que le but, c'est de se faire oublier. Ouais, alors là, on va pas y arriver. En plus, avec les caméramans qui sont là, on n'est pas près d'y arriver. On est hyper visible, et les oiseaux nous voient du début à la fin. Mais justement, se sentir un peu inadapté, c'est le premier truc. Comme ça, tu te dis, en fait, nous les humains, on est intelligents, mais ça sert à rien d'être intelligent. On peut faire toutes les stratégies du monde qu'on veut, on sera beaucoup moins discret que tous les autres animaux. Eh mais regarde-moi ça là. Incroyable. Parfait. Là, regarde, bim, une autre. Tac. Ça me paraît bon, ça. Par contre, ça me paraît un peu gros. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je sais pas si je vais manger ça. Attends. Non, mauvaise pioche. T'aimes bien Grave, ouais. Ouais, surtout gratuite, ouais. Ouais, surtout gratuite. Ça, c'est pas mal. On est à peine arrivé, t'as vu tout de suite les nids. T'as commencé à me décrire un peu l'environnement dans lequel on était. Et tu me disais qu'il fallait qu'on fasse attention parce qu'il y avait pas mal de nids autour de nous, c'est ça? Ouais, ils ont commencé, pas tous, mais il y a des cormorans qui ont commencé à nicher. Alors c'est des cormorans qu'on trouve un peu que ici, pas beaucoup en France, c'est des cormorans huppés. Ouais, il y en a ils ont des espèces de crêtes comme parce ça. qu'ils sont un peu stylés. Ouais, alors il y a des cormorans, au début quand tu regardes de loin ça paraît pas beau, mais c'est très très beau, ça a un œil vert. Mais on va les regarder, j'ai des jumelles et un appareil, on va essayer de les regarder. Bah toi, prends des jumelles, moi je m'occupe de manger. Toi, t'aimes bien regarder, moi j'aime bien bouffer.
Tu la goûtes? Trop beau. Eh, ça, c'est quand même le kiff. Hein. On vient d'arriver, on se prend des huîtres. Oui. Tu la goûtes, tu me dis si elle est bonne? La cause pas testée avant, tu sais. Ah ouais, grave, elle est trop bonne. Ah ouais, elle est incroyable. Avant que tu viennes ici à Paimpol, j'ai écouté le fameux podcast que tout le monde connaît, qui t'a fait un peu décoller, où tu racontes un petit peu cette expérience juste complètement incroyable que tu as vécue avec un loup. Il y avait beaucoup de sensibilité dans ce podcast-là et beaucoup d'émotions. Et toi qui es quand même beaucoup en solitaire, qui pars toujours seul, je me demande en fait comment tu arrives à tout simplement expliquer ces moments de grâce que tu vis un peu tout seul. C'est dur à expliquer, hein. Et c'est dur à expliquer ce qu'on ressent dehors. C'est pour ça que je fais des photos, c'est parce que j'arrive pas à retranscrire ça. En gros, c'est compliqué de poser des mots culturels sur quelque chose de complètement sauvage. C'est tellement éloigné de ce qu'on appelle la nature. Enfin, on parle de la nature comme si on parlait qu'on allait à la piscine, quoi. Alors que c'est la vie, en général, les êtres vivants. Mais moi, j'arrive à trouver parfois des mots quand je suis très ému. Là, c'est l'histoire du loup, c'est un truc hyper émouvant parce que c'est un loup que j'ai photographié pendant toute une semaine et il s'est été habitué à moi au fur et à mesure. Et donc, imagine un énorme loup, grand loup d'Alaska, dans la forêt. Je me mets dans une tente devant un caribou qu'il a tué. Et en gros, là, le but, c'est qu'il a peur de moi. Alors, moi, j'ai aussi peur de lui, mais le but, c'est l'un ou l'autre, on s'apprivoise un peu, quoi. Donc, j'ouvre ma tente pour qu'il y ait mon odeur un peu partout, qu'il s'habitue à moi. Et au bout d'un moment, de jour en jour, il venait de plus en plus, au début que la nuit, et puis après la journée. Donc ça, c'est une situation bizarre. Donc j'ai pas de téléphone ni rien. Et la seule être avec qui je dois construire un truc, c'est un loup, mais ça aurait pu être ça peut être n'importe quoi, un crabe. Je sais pas si tu as vu un documentaire sur un gars qui a fait ça avec une pieuvre. Magnifique. Quand tu prends le temps, tu t'émerveilles de tout. C'est ce que je conseille aux gens, genre tu t'assois comme là, tu t'assois là, tu regardes un truc et tu te poses des questions. Tu te dis, mais essaie de poser 3 questions sur un élément quand tu t'ennuies. Alors il faut pas avoir ton téléphone, mais tu prends une coquille, une huître, et tu te poses 3 questions. Tu te dis, pourquoi elle a ces couleurs-là. Tu vas regarder comme si tu avais besoin de trouver une réponse, parce que nous les humains on a envie de comprendre tout. Puis au bout d'un moment tu vas arrêter de te poser des questions et tu vas tout regarder, tous les détails et tout, et tu vas trouver ça beau. Et puis ça suffira, quoi. On a permis de se sauver de tout ce que la nature nous donnait de négatif, c'est-à-dire le fait d'avoir froid, d'avoir faim, de ne pas être à l'abri du vent. Donc on a créé plein de trucs pour se sauver de tout ça. Mais en se libérant de la nature, on s'est enlevé aussi une partie qui est intéressante, qui est celle de vivre pleinement, de tout faire soi-même, de regarder, d'accepter de dépendre de tout ce qu'il y a autour de soi, de rien contrôler. Là, tu vois, la marée va monter, on va devoir s'en aller. Dans la ville, il n'y a plus de situation comme ça. Il n'y a plus une situation où on subit quelque chose du donné ou des autres êtres autour de nous. On contrôle absolument tout. Est-ce que tu as une vision, entre guillemets, donc tu as une vision de la vie qui est très forte, mais donc est-ce que, implicitement, tu as une vision de la mort aussi, dans le sens où tu as peut-être beaucoup moins peur de la mort maintenant, ou beaucoup moins peur de l'imprévu, beaucoup moins peur en fait de t'effacer en un claquement de doigts, parce que la nature c'est ça? Alors en gros, la mort, dans la nature, la mort a une part immense qu'on a à cacher un peu dans nos vies, nous. Et la mort, c'est absolument tout. Moi, par exemple, je suis des proies en espérant photographier des prédateurs. Pour photographier des loups, souvent je suis des caribous, des cerfs. Pour photographier des lynx, je suis des petits lièvres blancs. Donc je vis dans ce cycle permanent. Et aussi, quand je trouve un animal qui a été tué, c'est un peu le truc génial parce que ça attire plein de vie autour. Donc la mort, elle est plutôt célébrée dans la nature parce qu'elle apporte à manger, elle apporte tout, de l'engrais, absolument tout, puis c'est le renouveau, quoi. Il n'y a aucune fois où j'ai pris du plaisir à jouer contre la mort comme un alpiniste sur un sommet d'une montagne dangereuse. Moi, j'ai pas ça. En gros, j'ai plutôt l'inconscience et c'est ça qui m'aide à être photographe, c'est justement mon insouciance me fait, je culpabilise pas d'être dans la nature et que ce soit inutile. Et en même temps, ça me sert juste à prendre les choses comme elles viennent. Je pense que je le suis devenu aussi en étant dans la nature. Je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais en gros, plus je vais dehors, moins je suis soucieux. Alors par contre, quand je retourne dans la vie normale, le moindre truc me paralyse, parce que je ne suis pas habitué, mais je ne suis pas du tout soucieux de ce qui peut arriver du lendemain et tout. Il faut être un peu organisé. Mais en gros, il se peut que pendant 2 semaines, il ne fasse pas le bon temps pour faire des photos, c'est pas grave, je suis bien. Et tu vois, il y a quand même une certaine évolution depuis ces 10 dernières années. Tu commences à être énormément sollicité.
il y a des demandes de partout, quand même, qui arrivent pour prendre tes photos, les acheter, les vendre. Et comment, en fait, ce coup de projecteur que tu as, comment tu le vis déjà? Et est-ce que tu en as peur? Franchement, ça change un peu rien. Sinon que c'est hyper émouvant de se dire que, par exemple, quand tu passes à la télé, je suis passé des reportages où je montre des animaux à des gens, bah, il y a plein d'enfants qui regardent ça et qui, du coup, rêvent devant ça. Et c'est exactement, je me revois, moi, rêver devant des reportages animaliers quand j'étais petit. Il n'y a rien qui me bouleverse plus que de me dire que là, un gars qui me voit pendant 20 minutes dans une montagne, photographier une chèvre des montagnes à l'autre bout du monde et qui rêve dessus et qui a juste vu la chèvre dans Yakari en lisant des BD, une petite fille de 7 ans, tu vois. Ça m'émeut vachement, je trouve que c'est trop beau, quoi. Non, on mange des huîtres et l'oiseau qui se marre, là, ça s'appelle un huîtrier. Tu penses qu'il est en train de parler de nous? Bah, je pense qu'on est en train de lui prendre sa bouffe, surtout. Hop là, nickel. Oh là là, le bonheur, franchement, tac. Tu les vois, les huîtriers? Je vois très bien. Mais je vais te montrer, je les ai pris en photo. Tous ces oiseaux qu'on voit là, je les ai vus en Norvège les semaines dernières. Donc t'es pas du tout dépaysé. Moi, je me suis dit, je l'emmène ici à Paimpol, on va se manger des huîtres et j'ai l'impression que tu connais tous les oiseaux qui sont autour de nous. Non, mais par exemple, le symbole de la Bretagne, on voit tout le temps un macareux, mais on le voit jamais, on en voit rarement. Et bah là, mon rêve, c'était d'aller les voir au large du Cap Nord. Et est-ce qu'il y a, une personne qui t'a inspiré et qui continue de t'inspirer dans son travail et où tu te dis, punaise, mais ce mec ou cette femme... Il y a plein de gens. Déjà, tous les gens qui font un média que j'arrive pas à faire, donc les gens qui dessinent notamment, ça me fascine. Là, je suis parti en montagne avec un dessinateur qui s'appelle Jean-Marc Rochette. On s'est foutu sur un col et on regardait des animaux. Donc moi, je lui montrais des chamois qui... Bon, lui, ils les auraient pas vus au début. Donc j'étais fier, je le prends en photo, je dis, bah voilà, moi j'arrive à saisir la réalité. Tout. Et il sort son papier, son truc, il sort un dessin, et puis d'un coup, il dessine le chamois qu'on vient de voir. Et là, c'est fou parce qu'en gros, il part de son imaginaire. Il arrive à recréer la réalité, alors que moi, je dois utiliser la réalité pour atteindre mon imaginaire, je dois essayer de chercher dans la réalité un petit bout de mon imaginaire. Je suis hyper admiratif des gens qui arrivent à créer ça avec juste le dessin, la peinture, ça m'inspire beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de toucher cet appareil photo et d'essayer de voir si c'est assez... Parce qu'en fait, c'est quand même technique quand t'es dans tes températures. Alors avant, c'était très lourd ces appareils-là, maintenant c'est 2 fois moins lourd, et 2 fois plus cher, mais en gros, là, c'est pas très lourd. Bah, tu vas voir, avant c'était vraiment très lourd. Là, ça va le faire. Regarde. Ah si, quand même. Et ça, tu mets ça autour du cou? Ouais, si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand tu vois quelque chose que tu attends depuis très longtemps, tu vas appuyer énormément de fois sur le clic pour pouvoir être sûr de ne pas rater le moment. Et toi, en fait, j'ai l'impression que c'est un clic. Non, alors parfois j'en fais plusieurs quand même. Il y a beaucoup de fois j'en fais qu'un parce que je me concentre sur le premier plan, au second plan, aussi parce que j'ai peu de batterie. Mais il y a quand j'ai une situation où vraiment tout est blanc, comme sur mes photos, c'est-à-dire ça arrive une fois en 3 semaines. Là, je peux en faire plusieurs quand l'animal fait vraiment un mouvement très rapide et je peux rester appuyé sur l'appareil et ça en fait plusieurs. Et j'en choisis une parce que j'ai tellement peur de rater ce moment. Mais par contre, le reste du temps, quand il n'y a pas le rendu parfaitement blanc, je fais pas de photos. Donc il y a plein de situations qui paraissent vraiment bien, mais je vois à l'œil nu qu'il y a un truc qui te retranscrira pas cette pureté-là. Donc je regarde avec mes jumelles. Je passe ma vie à regarder avec mes jumelles ou avec mes yeux. En gros, je fais des photos, mais jamais. Tu passes ton temps à rêver d'une photo et puis à un moment, tu la fais parfois, mais l'essentiel du temps, tu fais pas de photos. Tu observes, Regarde, il y a des bécassos là. Tu vois tous les petits noirs là-bas, là, au ras de l'eau. Non mais depuis tout à l'heure, tu me dis que je vois des trucs que toi, tu vois là, tout. Là, tu les vois, tu vois, là. Regarde, ils vont arriver. On va les filmer, on va les photographier même. Et ça s'appelle comment, t'as dit? Des bécassos variables, je pense. Des petits oiseaux qui volent ensemble au ras de l'eau. Et là, quand t'as vu tous ces animaux, c'est quoi la suite pour un Jérémy Villiers, là? Ah, moi, c'est juste de passer mon temps dehors, passer ma vie dehors. Moi, mon rêve, c'est de passer ma vie à observer les cerfs derrière chez moi, je suis trop content. Juste ressentir et avancer et vivre par rapport à ça, à juste ce qu'on ressent. Et ben moi, ce que je te propose, c'est que là, la mer, elle a quand même sacrément monté. Il va falloir qu'on retourne au bateau. C'est toi qui le ramène au port. Tu sais comment on va faire ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas me montrer, je pense. Ouais, on va slalomer un peu entre les cailloux. Et on va rentrer tout doucement. En plus, les conditions sont parfaites. Je pense que le vent est un peu forci. Et est-ce qu'on peut essayer, avant de partir, de prendre une belle photo? Ouais. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu mets ton appareil photo comme ça et tu restes pendant 2 heures jusqu'à ce qu'il y ait un oiseau qui passe. Ça, c'est ma technique, mais ça va pas avec ton timing. Mais c'est la meilleure technique. Hein.
c'était une bien bonne journée, mon cher Jérémy Villiers. Ouais, c'était fatigant. Enfin, c'était apaisant. Mais avant de terminer, est-ce que tu peux vas-y, continue de dormir, ferme les yeux, tu pioches un petit mot là-dedans, là. Attends, là. Là, tout. Je te donne carte blanche et un budget illimité. Ah mais chouette. Quel type de projet aimerais-tu porter pour continuer à profiter pleinement de ton environnement marin et en faire profiter les générations futures? Ce que j'aimerais bien continuer à faire, il n'y a pas besoin d'argent pour ça, c'est à juste passer ma vie dehors et à donner envie à des gens d'aller dehors. Et une carte blanche, ça me plaît. Ça veut dire qu'il y aurait de la neige tout le temps. J'aimerais bien que la carte reste blanche tous les hivers. Mais en gros, moi, j'ai pas besoin de budget ni rien, mais juste de prendre le temps et de regarder ce qui se passe, juste de suivre un petit oiseau ou une petite chenille ou rien. Mais de pas avoir besoin de quelqu'un justement qui te donne un budget ou une carte blanche. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de temps, quoi. De se poser, de regarder. En mer, on est obligé de faire ça parce qu'on va doucement, parce que c'est lent, parce que parfois on doit faire avec les éléments et tout, mais moi j'aimerais bien continuer à faire ça, juste m'asseoir sous un arbre et à regarder ce qui se passe, et puis après en parler avec les autres gens et emmener des gens à faire pareil. Mes photos et tout, c'est pour ça, c'est pour que les gens aillent dehors. Parce que moi je suis né dehors, mais on n'est pas beaucoup à faire ça, tu vois, juste rester toute la journée à rien faire dehors. Donc ça, juste rien faire, en fait. Bah en fait, accepter de pas être efficace, de pas être d'être présent quelque part. Parce que nous, à vouloir tout le temps rentabiliser nos vies, on oublie en fait ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, on se rend plus compte qu'il y a des animaux, on se rend plus compte qu'il y a des végétaux, on se rend plus compte qu'il y a des belles lumières. Le meilleur moyen d'apprendre à vivre avec soi-même, c'est de vivre avec d'autres êtres. Et notamment quand tu vas dehors, tu te rends compte qu'on n'est pas adapté, on s'accepte. Et puis surtout quand on est tout seul dehors, on se rend compte qu'on se ment à soi-même. Parfois, moi, je me dis, je vais rien voir, il faut que je rentre. En fait, c'est parce que j'ai froid. Donc je me dis, non, en fait, c'est parce que t'as froid, mets-toi au chaud et arrête de te faire croire ça. En gros, quand tu dis que tu apprends à te connaître dehors, c'est aussi ça. C'est à vivre seul et dans une réalité avec d'autres êtres et d'autres éléments. Ou en mer, en fait, tu apprends à comprendre comment tu fonctionnes toi-même, à plus te mentir, à exister pour la réalité autour de toi. C'est quoi le truc le plus barré que t'aies fait? Où tu te dis, mais punaise, vraiment, ces dernières années, le truc le plus complètement à l'ouest, le truc le plus complètement décalé, où tu te disais, non mais attends, c'est moi qui ai vraiment fait ce truc-là? Ah, moi, je fais des trucs débiles, je photographie des animaux. Je traverse l'Europe entière avec mon van pour aller photographier un lapin blanc. Je suis pas sûr de voir parce que j'ai trouvé sur un forum de chasse norvégien des mecs qui en avaient vu sur une île. Je traverse toute l'Europe, je prends un bateau, je demande à des pêcheurs de m'emmener sur cette île, ils me posent avec des câbles sur l'île, et je me retrouve tout seul avec un van qui peut pas avancer sur une île enneigée à chercher des lapins blancs. Et ouais, tu vois, c'est des trucs débiles. Mais je m'en rends pas compte que c'est idiot jusqu'à ce que les mecs qui habitent là-bas me regardent comme ça en mode. Mais t'es qui, quoi? Ouais, c'est marrant. Et justement, toi, t'es venu sur ce bateau, on a pu partager 24 heures ensemble, c'était vraiment génial. Ouais, c'était cool. Franchement, mais merci Jérém d'être venu jusqu'ici. Et après, c'est le petit rituel. Toi qui aimes pas écrire, tu préfères plutôt regarder et observer. Chaque personne qui passe à bord laisse une petite trace. Je trouve que c'est toujours important et moi, j'aime bien le papier. Je trouve que ça reste. Et donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, avec tes 10 doigts ou tes 2 doigts ou tes 3 doigts, là, est-ce que tu peux mettre un petit peu de glace de neige sur ces petites pages blanches? Ok. Je te laisse même écrire tout seul, je vais me faire un thé, j'ai soif. Tu veux un truc ou pas? Non? Ouais, avec plaisir, ouais, un thé. Thé, café ou Thé, eau? thé, 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 thé. Thé?